Bonjour, je suis Alice Quinn. Pendant le confinement, je vous lis des extraits de mon roman Maldon au Festival de Cannes. Oh, j'ai oublié de mettre la petite musique. C'est un feuilleton et vous le recevez tous les jours autour de midi. C'est une comédie policière, je vous le rappelle, et c'est une lecture qui va plaire surtout aux personnes qui ont envie de se détendre et de garder leur bonne humeur malgré le confinement. Pour moi, ça commence à devenir un peu compliqué. On est le 18e jour de confinement et mon mari commence à mettre la musique de plus en plus fort parce que il s'est mis à peindre et donc il a besoin de musique. Et je parle pas de mes enfants qui vont, qui viennent et qui m'interrompent pendant l'enregistrement. Bon, j'espère que tout ça va pas vous déranger. Nous sommes donc le vendredi 3 avril 2020 et il s'agit de la lecture numéro 16. Dans l'épisode d'hier, Rosie est allée faire un bisou à ses filles sur le chemin de l'école. En rentrant, elle trouve à sa caravane Sergo, l'acteur, qui a passé la nuit là et qui finalement a réussi à prendre une douche parce qu'il sentait vraiment mauvais. Elle le trouve en train de jouer au poker avec Tony et Ismène. Elle comprend que Ismène a pris ce prétexte pour tirer les verres du nez de l'acteur. Et en effet, elle arrive à lui faire balancer toute l'histoire. Son histoire d'amour avec Paloma, comment et pourquoi il a disparu samedi dernier, et ce qui s'est passé exactement sur le yacht le soir de la mort d'Éric, le garde du corps, et de la petite prostituée retrouvée noyée. Nous sommes suspendus à ses lèvres, mais il ne parle plus. Il semble revivre la scène. Il essaie de comprendre comment tout a basculé, dans le vide. Pastis est descendu du placard et il s'est planté au milieu de la table, suspendu, lui aussi, à ses lèvres. Et alors, ce gros con d'Éric, là, il ne savait même pas nager. Faut quand même être taré pour chercher le conflit au bord d'un garde-fou, sur un yacht, quand on ne sait pas nager. De toute façon, je ne me suis pas occupée de lui. Sous l'eau, j'ai tout de suite vu que la fille ne bougeait plus et qu'elle s'enfonçait doucement. Je l'ai saisie par les bretelles de sa robe en lamée et j'ai nagé jusqu'à la plage en essayant de lui garder la tête hors de l'eau. Elle se laissait faire? Elle se débattait pas, je demande. Il paraît que les gens qui se noient, ils se débattent. Elle est sûrement morte dès qu'elle a touché l'eau, dit Ismène. Elle avait trop bu. Les vaisseaux sanguins sont dilatés par l'alcool. La personne alcoolisée est plus sensible au choc thermique, au contact brusque de l'eau, qu'une personne qui n'a pas bu, ce qui peut conduire à un arrêt cardiaque par hydrocution, direct. Depuis quand t'es docteur, toi? C'est vrai, il faut toujours qu'elle fasse ça, madame, je sais tout, cette Ismène. Mais elle continue. Ils ont dit quoi à l'autopsie? Je ne sais pas, dis-je. Abattu, Sergo continue. On s'est retrouvés entre les pilotis du ponton d'un grand hôtel. J'ai tenté de lui faire du bouche à bouche, des massages cardiaques, tout le tintouin. Ça n'a pas marché. Je me suis acharnée à un moment, je devenais comme fou. Il fallait que je la réveille. Il n'y a rien eu à faire. À la fin, quand j'ai vu que j'arrivais à rien, je l'ai laissée. Une fois dans la foule, sur la croisette, j'ai alerté en hurlant quelques personnes pour que la fille soit tout de suite prise en charge. Mais je savais que c'était trop tard pour elle. C'était peine perdue. Je suis partie me planquer au hasard dans les rues, derrière la gare. J'arrêtais pas de chialer. Je la connaissais pas avant, cette fille, mais j'étais traumatisée. Je comprends alors le pourquoi du comment. En fait, ton patron, là, Girard, il continue simplement sa méthode. Quand on touche le fond, il fabrique un bon gros scandale qui lui servira de pub. En fait, si tu meurs, c'est un excellent moyen de récupérer son argent. Peut-être, je sais pas. Je pense qu'il voulait m'éloigner de Paloma, c'est tout. Bien entendu, mourir de façon sulfureuse dans les bras d'une pute, c'était l'idéal pour lui. Bon, parfois, il y a des bavures à ce genre de plan. Premièrement, c'est Éric qui est mort, au lieu de toi. La petite en lamé, ok, on a compris qu'il s'en fout. Et toi, malheureusement, tu as disparu au lieu de laisser un beau cadavre bien juteux.
Pour lui, il fallait que ce soit l'acteur qui meure. Sinon, ça devient simplement un banal fait divers. Et ça n'attire pas l'attention sur son film. Conclusion, dit Ismène. T'es encore en danger, Sergo. T'as intérêt à rester planqué. Mais quand même, il peut pas tuer des gens comme ça sans être inquiété, n'est-ce pas? Franchement. Je te rappelle qu'officiellement c'est un accident, dit Ismène. Peut-être, je rajoute, seulement vous oubliez qui est aux commandes de cette enquête. C'est Borelli. Et lui, c'est un fin limier, le meilleur pour renifler le coup fourré. Il finira par tout savoir, car il n'abandonne jamais un os qu'il a commencé à ronger. Du coin de l'œil, je vois Tony qui se renfrogne parce que j'ai dit du bien de Borelli. T'es gentil, Cricri, je suis d'accord avec toi. Borelli, il finit toujours par cerner la vérité. Et ensuite, hein? Il se passe quoi? Tu l'as déjà vu souvent arriver à faire aboutir une affaire quand les individus concernés sont puissants? Je balbutie, car je n'ai pas de réponse. C'est vrai que ces enquêtes sont parfois escamotées par des gens au-dessus de lui. Et on ignore alors en quels autres boudins se sont transformées ces pistes. Je ne sais pas tout, bien sûr. Et pour ce qui est des quelques cas auxquels j'ai été mêlé, je parie sur du 75-25. Ce qui veut dire que pour un quart, bien qu'il ait débusqué le fin mot de l'histoire, les vrais responsables n'ont pas été inquiétés. Bon, il faut garder l'espoir, Ismène, allons, je dis. Et puis, il est si puissant que ça, ce Girard? Ils se tournent tous les trois vers moi avec une expression peinée, du style « Qu'est-ce qu'on va faire d'elle ?» C'est pas possible un cas aussi désespéré. Bon, ok, ben quoi, pas la peine de me regarder comme ça. Et alors? Alors, il a des taupes, genre ministre, carrément dans les gouvernements russes, chinois, américains, allemands et français. Ça te suffit pas? Ah, quand même. Cette fois, c'est moi qui suis découragée. Tony ne supporte pas de me voir comme ça, alors il dit « C'est pas grave, Cricri, il y a d'autres moyens, on trouvera bien. » Je le regarde avec reconnaissance. Et soudain, c'est comme si je le voyais pour la première fois. Mon cerveau reptilien amoureux est bizarrement fait. C'est toujours quand je ne m'y attends pas, quand je crois que tout est tranquille, bien rangé, que je m'enflamme pour quelqu'un, en général pour un inconnu. Là, brusquement, c'est comme un écran de toile qui se déchire, un nuage qui explose en temps d'orage, un arc-en-ciel qui apparaît. Serait-ce possible que Tony? Tout défile devant mes yeux. Toutes les fois où il m'a donné du taf parce qu'il voyait que j'étais au bout du rouleau et qu'il savait que je n'aurais pas accepté qu'il me prête de l'argent. Toutes les fois où il a proposé de garder mes filles pour me soulager un peu. Toutes les fois où il m'a défendu, protégé, soutenu, suivi. Et moi, je le trouvais lourd. Je voyais que son regard dragueur, ses remarques appuyées et sa jalousie déplacée. Je croyais qu'il était un peu niais, alors qu'il était plus intelligent que tous les autres. Je croyais qu'il était faible, alors qu'il était le plus fort. Je croyais qu'il était lâche, alors qu'il encaissait, sans se plaindre. Comme là, par exemple. Il voit bien que mon regard a changé, et il détourne le sien. Hier, j'aurais encore pensé que c'était parce qu'il était gêné, mais à cette minute, je sais, c'est par délicatesse. C'est pour que je ne sois pas gênée, moi. Du coup, Rosie, la rentre-dedans, la grande gueule, la casse-cou. Voilà que moi aussi je détourne le regard. Tony tend la main vers Pastis et lui caresse lentement le dos. Le chat frémit et lui saute dans les bras, d'où il ronronne en me regardant intensément. Je me secoue. Bon, c'est pas le moment, je me pencherai sur cette question plus tard quand j'aurai tout réglé. Et ça commence à faire beaucoup.
53. Résoudre le problème Sergo, comprendre l'énigme d'Orsay et clore l'épisode de l'amour en ligne. Tout à coup, ma relation avec mon beau ténébreux du courrier du cœur m'apparaît comme du pipi de chat. C'est bidon, c'est ridicule. Pendant tout ce temps, toutes ces années, j'avais mon Tony sous la main, sous les yeux, à portée de cœur, et je ne le voyais pas. Vous en connaissez des plus tourtes que moi. Soudain, mon alarme sonne. Je dois y aller, ciao la compagnie. Moi, je vais appeler le boulot et me faire porter pâle pour tenir compagnie à notre amie, dit Ismène. Je me demande de quelle amie elle parle et je comprends, avec un temps de retard à l'allumage, qu'il s'agit de Sergo. Oui, t'as raison, il vaut mieux qu'il ne reste pas seul. On sait jamais. L'acteur me passe son bout de papier sur lequel il a griffonné quelques mots et rajouté plein de cœurs. Un vrai message amoureux pour sa dulcinée. Je vous promets rien, je ne suis pas sûre de la rencontrer. Mais sur le yacht, elle y est tout le temps. C'est vrai, elle y était hier et elle avait l'air inquiète. On lui a parlé. Elle a peur pour vous et elle essaie de se persuader que son père a un bon fond. Elle pense qu'il a tout découvert pour vous deux et qu'il vous en veut, peut-être. Oh, mon Dieu, il faudrait que j'aille à son hôtel, alors. Ça vous arrive de réfléchir? Surtout pas. Elle a fait une blague sur ça, enchaînée au fond d'un océan, elle a dit. Et ici, dans la région, je verrais plutôt au fond d'un trou dans l'arrière-pays. Vous savez qu'il y a des tombes datant de la préhistoire qui n'attendent que vous? Sergo hausse les épaules. C'est vrai, dit Ismène, nous avons de nombreux tumuli datant du néolithique. Saint-Césaire, Escragnol, Saint-Vallier, Cabris. Plus personne n'organise de fouilles depuis des décennies. Rien de plus facile que de planquer un corps là-dedans. Même pas besoin de creuser. Il suffit d'enlever les premières couches des pierres taillées, d'y glisser le corps, puis de le recouvrir avec les mêmes pierres afin de lui permettre d'entamer sa longue décomposition dans un lieu sacré, plusieurs fois millénaire. C'est beau comme fin. Ça vous dit? Sergo frissonne et se tait. Je fourre le billet doux dans la poche arrière de mon short. Je vais essayer de convaincre les d'Orsay d'inviter le père démoniaque et sa riche héritière de filles à midi. Je les étudierai de plus près, je les sonderai et j'essaierai de glisser le billet à votre chair et tendre. Franchement, Sergo, je sais que l'amour ne se commande pas, mais si j'étais vous, j'essaierais de changer de nana. À mon avis, dit Ismène, il est cuit, quoi qu'il fasse. S'il persiste, il finira par se trahir, et quand le père saura vraiment, ça va faire très, très mal. S'il la quitte, elle ne se laissera pas jeter comme ça, et sa vengeance sera terrible. Je ne présage qu'une fin funeste pour vous, Sergo, mais bon, pour l'instant, avançons à l'aveugle, on verra bien. Je me retourne vers la caravane en marchant. Sur le seuil, Tony, pastis dans les bras, me regarde partir. Quand j'arrive dans la suite, un peu avant midi, car toutes ces discussions m'ont mise en retard, contrairement au jour précédent, c'est le calme plat. Il n'y a presque plus personne. L'équipe de secrétaires se réduit à la chef, tristounette, qui pianote lentement sur son ordinateur, comme pour faire semblant. Audrey, désœuvrée, finit son thé dans un fauteuil. Les d'Orsay ne sont pas là. Je m'installe derrière mon petit comptoir et je constate qu'il n'y a pratiquement plus de dépliants devant moi, juste la tablette. Je meurs d'envie d'aller voir les dernières nouvelles de mon amoureux virtuel pour comparer mon émotion avec celle que je viens de ressentir devant la révélation Tony. Mais je n'ose pas devant ces deux personnes. Finalement, je n'étais jamais aussi seule que quand il y avait une foule autour de moi. À présent, ces deux filles remplissent le vide. « Salut, tout va bien? Il se passe quoi ?»« C'est trop la cata, me répond Audrey. Car la chef secrétaire, Flo, ne m'adresse toujours plus la parole depuis qu'elle a vu que j'oubliais des pluriels dans mes emails. « Comment ça? J'ai vendu le film au Canada ?»« Vous êtes gentil, Cricri, mais d'abord, le Yukon, c'est qu'une petite partie du Canada. Et ensuite, on ne sait même pas quel circuit le film va faire là-bas, à part une grange désaffectée reconvertie en ciné-club, sans parler du tarif auquel vous l'avez vendu. »« C'est mieux que rien quand même, je boude. »
Mieux que ce que vous avez réussi à faire jusque-là, en tout cas. C'est vrai, reconnaît-elle, piquée au vif. Et juste pour ça, tout le monde déserte? Non, c'est pas pour ça. La patronne a décidé d'adopter un profil bas et de plus faire parler de nous jusqu'à la fin du festival. Parce que le film n'a pas marché? Je me moque. Vous savez pas que l'échec est la plus belle façon d'apprendre. L'important, c'est de se relever. C'est Gandhi qui l'a dit, ou Nelson Mandela, peut-être les deux. Pourquoi pas Mère Teresa tant que vous y êtes? Épargnez-nous votre propagande New Age, dit-elle. C'est aussi l'affaire Sergo qui la mine. Elle a la trouille. On est mouillé avec ces gens, et Blanche cherche un moyen de se défaire de ces accords. Le problème, c'est qu'il faudrait les rembourser, et comme le film promet de rapporter moins que rien, c'est raté d'avance. Raté quoi qu'il en soit, car s'il avait marché, il n'aurait pas voulu de remboursement, mais des pourcentages, comme prévu dans le contrat. Bref, c'est impossible de s'en défaire. On reste pour sauver la face. Tout le staff a été viré. Plus de soirées sur le Lady Moon, plus de fêtes, plus de dîners, plus de projections. On a supprimé tous les encarts publicitaires des magazines. Je dois la jouer discret sur les réseaux sociaux. D'après Gaston, le film sera bientôt culte. Et Bintou aussi, elle l'a adoré. Qui sont ces gens? Des amis. Ok, dit-elle, et elle se replonge dans son mobile. Je suis vexée, mais j'ai la mission d'aller porter un message d'amour à Paloma, alors je ravale ma fierté. Ils sont où, les Dorsey? Ils sont partis à un déjeuner sur la plage avec les Girard et tous les sponsors, justement, pour discuter gros sous. Comment ça, les Girard? Père et fille? Oui, elle s'est beaucoup investie personnellement dans le film et elle assiste toujours à toutes les discussions financières, depuis le début. Je sais pourquoi, c'est pas moi qui vais cafeter. Il faut absolument que je saisisse ma chance et que j'aille glisser le mot doux à la tourterelle. 54. J'hésite entre demander à Audrey si elle n'a pas un truc à donner à Blanche, ou faire semblant d'avoir une course à faire et m'éclipser discrètement. J'attends quelques minutes qu'un miracle se produise, et comme rien ne se passe, je finis par m'agiter sur mon tabouret. Bon, Audrey, vous pensez que je peux aller voir Dorsey 2 minutes? Je commence à m'inquiéter pour mon salaire avec tout ça. S'il n'y a plus de fric, comment je vais être payée, moi? C'est vrai, si j'avais fait quelques heures au Select, j'aurais eu un vrai salaire, au black, en cash. Vous êtes mieux payé ici, dit-elle. Pour l'instant, c'est que virtuel. Certes. Et vous voulez faire quoi? Allez leur demander une avance. Vous n'avez pas à me demander la permission, Cri-Cri. Je ne suis pas votre chef. Je ne veux pas votre autorisation, seulement votre avis. À mon avis, c'est pas le moment. Mais je crains que ça ne le soit jamais, alors. Bon, j'y vais. Je reviens dans une demi-heure. Vous voulez que je vous apporte des sandwichs? J'ai demandé ça par gentillesse, mais comme ni l'une ni l'autre ne me répond, je sors de la suite dans un silence oppressant. En débarquant sur le plancher en teck de la plage où sont dressées les tables, je les localise tout de suite. Ils sont tous les 6 abordés dans la lecture de leur menu. Il y a les Dorsey, les Girard, le chinois Hu et mon russe Kalash. Debout derrière lui, Piotr et Marco, comme des soldats. L'un d'eux porte toujours un pansement sur le nez. Personne ne m'a encore repéré. Je m'approche de la table et j'attends qu'on me remarque. Ils ne font pas tout de suite attention à moi, me prenant certainement pour une serveuse qui attend les commandes. C'est Blanche qui lève les yeux la première et qui me repère. Un sourire illumine son visage soucieux et Michael s'exclame. « Oh, Cri-Cri, quelle bonne idée de nous rejoindre! Voulez-vous déjeuner avec nous ?» Je refuse poliment. Mais comme il insiste, j'accepte de prendre une chaise en précisant que je ne ferai que boire un verre et qu'ensuite je repartirai travailler. Dorsey fait un signe au serveur pour demander un verre en plus. Le personnel s'empresse autour de moi. Comme je m'étais positionnée tout près de Paloma, qui fait comme si elle ne me reconnaissait pas, on m'apporte une chaise qu'on place au coin de la table à ses côtés.
Mon verre se remplit d'un liquide cristallin, délicatement rosé. Goûtez, vous m'en direz des nouvelles, me dit Michael. C'est du château d'Esclancuvegarus. Vous connaissez? Je ne lui réponds pas ce que je pense, à savoir que je m'en tape comme de ma première liquette. Cet échange d'amabilité se déroule sous le feu croisé des regards des autres convives. Celui d'Henri Girard me transperce comme un laser. Ceux de mes deux abrutis me fusillent sur place. Je leur fais un clin d'œil. Celui de mon mafieux russe est dubitatif, comme s'il se demandait si j'étais suicidaire ou inconsciente. Celui de U est insondable. Son visage affiche un sourire suave. Reste Paloma. Elle plisse les yeux, m'ignore délibérément, même si elle semble tout de même rassurée par ma présence. Finalement, tout le monde me connaît ici. Je sais pertinemment que c'est pas une bonne chose. Je suis venue vous parler de mon salaire, dis-je à Blanche d'Orsay. Je vais être payée quand? Parce que j'aurais bien besoin d'une avance, vous savez. Vous, dit Paloma, faisant mine de me reconnaître, vous êtes la superwoman qui fait le buzz. Vous en êtes à 5 millions de vues, vous savez. Maldon, c'est ça? Vous avez sauvé l'acteur de mon père samedi dernier. Vous étiez avec nous, à la projection. Vous savez peut-être où il se cache? Je me trouble bêtement et j'éclate de rire. Se cache? Je croyais qu'on l'avait enlevé. Vous savez ce qu'elle a dit, la pute qui a témoigné l'autre jour? Que c'était un coup monté et qu'il a dû être zigouillé. D'ailleurs, la pauvre, elle n'a pas fait long feu après sa déposition. Ma remarque jette un froid. Silence dans les rangs. Blanche d'Orsay s'inquiète brusquement de ma présence et Michael a l'air préoccupé lui aussi. Ils toussent. Ils réalisent tous les deux que c'était pas une bonne idée de m'inviter. Ne faites pas attention, son franc-parler est la marque de fabrique de notre employé. Votre employé? Demande mon russe. Oui, c'est notre hôtesse d'accueil. Hôtesse ou garde du corps? Demande le chinois. Bref, les D'Orsay ont réussi à détourner leur attention des questions de Paloma et surtout de mes réponses. Blanche d'Orsay fouille dans son sac et me tend une enveloppe. Ça tombe bien, j'avais préparé une avance pour vous, dit-elle. C'est sa façon de me dire de partir. Je saisis l'enveloppe et je comprends bien que je devrais disparaître maintenant, que l'invitation à boire un verre ne tient plus. J'ignore si les D'Orsay ont peur pour eux ou pour moi, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils considèrent que je suis une bombe au milieu de cette table et qu'il est urgent que je me tire. Michael se lève et vient vers moi pour me permettre de quitter la tablée, la tête haute.